Jamais aucun gouvernement n'était allé aussi loin dans la réforme de l'assurance chômage. L'exécutif durcit les règles de cette assurance chômage. Tout le monde est mécontent, réagit ce matin. J'ai vu même les cadres. Alors vous, j'imagine que ça doit être encore pire. Bah oui, d'abord, il y a quelque chose qui tient à la méthode. C'est-à-dire qu'on ne va pas discuter à l'Assemblée nationale de cette réforme de l'assurance chômage. Ça sera un décret. Donc il n'y aura pas de débat en tant que tel. Et puis surtout, moi, je vois bien la fainéantise du gouvernement. C'est-à-dire que plutôt que de s'attaquer au chômage, véritablement, on s'attaque aux chômeurs. Et moi, je pense que c'est prendre le problème par le mauvais bout. Il faut rappeler que le chômage est d'abord et avant tout une souffrance, qu'on peut estimer, compte tenu de toutes les conséquences que ça a directement sur les familles, sur la vie quotidienne, que le chômage tue 14 000 personnes par an. Et durcir finalement les conditions d'accession à l'indemnité ou même baisser les indemnités chômage, on n'a jamais vu que ça solutionne le problème du chômage en tant que tel. Il n'y a quand même pas des choses bien dans cette réforme, par exemple le bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts. J'y viens, mais justement, sur les contrats courts. On a un gouvernement qui prétend aujourd'hui, par cette réforme, lutter contre les contrats courts, mais qui est un gouvernement qui a accéléré l'idée de recours aux contrats courts. C'est ce gouvernement qui a posé un premier acte lors du début de la législature avec la casse du Code du travail, et donc le fait, par exemple, que l'on instaure le CDI de chantier, de mission, dont tout le monde voit bien qu'il n'y a de CDI que le nom. Donc ce recours aux contrats courts, il est encouragé par une vision qui veut qu'en fluidifiant, en libérant les énergies, finalement, eh bien, on crée de l'activité. Moi, j'alerte sur le fait que, oui, aujourd'hui, 80% des embauches qui sont réalisées le sont en contrat court, ce qui fait que le CDI, qui devrait être la règle, ne l'est plus. Et puis sur ces CDD signés, vous avez 30% à peu près qui sont des contrats d'un jour seulement, et 70% qui sont des CDD de moins d'un mois. Donc par conséquent, vous voyez bien que le problème, vous disparaissez des statistiques chômage pour mieux y retourner ensuite. Et sur le bonus-malus, moi je veux vous répondre sur cette question. Le bonus-malus ne me paraît pas être la bonne solution, parce que ça veut dire aussi qu'on va octroyer un bonus à ceux qui respectent la règle. Mais alors c'est sur les caisses de la sécurité sociale que ce bonus va s'opérer. Est-ce qu'on est sûr qu'il y aura un équilibre ? Il sera financé par le malus. Est-ce qu'on est sûr qu'il y aura un équilibre entre le bonus et le malus ? Rien ne dit. Moi je pense que si on veut véritablement faire du CDI la règle, et moi je souhaite qu'on réhabilite le CDI comme étant la règle, alors je suis pour qu'on instaure des quotas, bien évidemment modulables en fonction de la taille de l'entreprise. Des quotas de quoi ? De contrats courts ? Eh bien oui, nous avions proposé par exemple que dans les PME ce soit maximum 10% et dans les grandes entreprises 5%. Je crois qu'il n'y a aucun secteur qui peut se targuer d'avoir besoin de manière pérenne de CDD. La prochaine réforme là, qui se profile, c'est celle des retraites. Bon, on attend les propositions de Jean-Paul Delevoye en juillet normalement, mais on n'a pas de calendrier parlementaire en revanche. Mais j'imagine que vous serez vent debout contre cette réforme. Et comment vous faites pour pérenniser la retraite à 60 ans? Alors, vous savez, Hervé Favre, moi, je ne suis pas vent debout par principe. Hein, d'accord ? Ça, c'est ce qu'il faut rappeler. Moi, je regarde précisément ce qui nous est proposé et je l'analyse. Sur la réforme des retraites, je crois qu'on est occupé par un faux débat depuis quelques mois sur l'âge de départ. Tout le monde a compris désormais que l'âge de départ dans cette affaire était purement théorique, puisque le gouvernement entend créer les conditions que, âge légal de départ ou pas, vous renonciez à partir avant 64 ans, puisque le niveau de pension sera ridicule. Donc c'est quoi, un recul déguisé de l'âge de départ Clairement, c'est-à-dire que plutôt que d'assumer clairement de dire on passe à 64 ans, ce qui est une erreur de mon point de vue, en réalité, M. Macron veut dire non, on ne touche pas à l'âge légal, on reste à 62 ans, mais de fait, on va créer les conditions que de toute façon, vous ne partiez pas. Ce qui se passe déjà pour les régimes complémentaires. Oui, alors, moi je pense que sur la question des retraites, je fais le lien, vous allez voir que tout est lié. Sur la question du chômage et des retraites, on a un vrai lien de cause à effet entre les deux. D'abord, il faut dire une chose, l'allongement de l'âge de départ à la retraite provoque des effets sur le chômage aux deux extrémités de la vie active. D'un côté, vous avez des jeunes qui ont du mal à s'insérer dans l'emploi, et de l'autre, vous avez des seniors qui, pour beaucoup d'entre eux, sont au chômage, ont malheureusement quelques difficultés à retrouver un emploi, et pour beaucoup d'entre eux, plus de 60 ans, ils ont fait leur 40 annuités. Donc moi, j'estime que dire que parce qu'on vit plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps, c'est une erreur. C'est notamment parce qu'on travaille moins longtemps que l'on vit plus longtemps. Comment on finance la retraite à 60 ans ? Moi, je souhaite qu'on reste à cette idée de retraite à 60 ans à taux plein. D'abord, mettre davantage à contribution les revenus financiers des entreprises. Ne peut-on pas imaginer, puisqu'on estime que les salariés doivent faire des journées de solidarité, que peut-être les actionnaires puissent en faire eux aussi quelques journées de solidarité pour nous aider à financer notre système de retraite. Ensuite, comme tout est lié en économie, moi, puisque je viens de vous dire que je suis favorable à l'augmentation des salaires, augmenter les salaires, c'est également augmenter les cotisations, dont régler une part du problème. Vous augmentez aujourd'hui les salaires ne serait-ce que de 1%, vous avez 2,5 milliards
de cotisations dans les caisses en plus. Ce soir, grand meeting des opposants à la privatisation d'Aéroports de Paris. Gauche et droite, d'ailleurs, ensemble, sont très engagés pour le recueil de ces signatures. Ça ne va pas vous déranger d'être aux côtés de personnalités de droite, non, LR, pour recueillir ces signatures. On a calculé qu'il fallait 17 000 personnes qui signent tous les jours pour y arriver. Ça va être beaucoup. Hein. Raison de plus pour faire en sorte que nos efforts se conjuguent. Non, moi, vous me donnez l'occasion de rappeler que depuis le début de cette législature, le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale ne s'est jamais comporté dans son analyse des amendements et des propositions de loi comme considérant d'abord qui propose. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'étiquette de la personne qui s'adresse à moi, c'est le contenu de ce qu'elle raconte. Et si je suis d'accord avec ce que vous racontez, que vous soyez de droite ou de gauche, peut me chaud en réalité. Si ce que vous dites me semble être bien pensé dans la situation politique, eh bien allons-y. Vous allez faire campagne, une campagne électorale finalement. D'abord dire les choses. Les parlementaires ont réussi à obtenir, puisqu'il fallait ce socle de parlementaires, que la plateforme en ligne soit ouverte. Elle marche bien ? Alors, elle marche bien, non. En réalité, on a vu que dès les premières heures, il y avait de multiples bugs. C'est-à-dire qu'on peut s'interroger. On a la Startup Nation, donc normalement les pros de l'informatique et de l'innovation technologique. On a vu d'ailleurs leur capacité... S'interroger, c'est-à-dire que vous dites que le gouvernement fait en sorte de ne pas pouvoir... Clairement, disons les choses, le gouvernement fait le service minimum. Non, la réalité, c'est que quand on voit les moyens déployés, par exemple, lors du grand débat national, c'est-à-dire la pré-campagne européenne de M. Macron, 12 millions d'euros, et là, pour le coup, de l'innovation technique, et que l'on voit que là, on a un formulaire, franchement, il faut aller voir pour le croire, qui est vraiment minimaliste, on voit bien que le gouvernement est plutôt gêné aux entournures, qu'il n'a pas envie de faire trop d'efforts. Moi, j'appelle toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui nous entendront, à créer les conditions de la contagion. Oui, les formations politiques et le mouvement La France Insoumise va organiser de grandes campagnes pour créer les conditions de cette contagion. Adrien Quatennens, je parlais de Lille quand même un petit peu. Jean-Luc Mélenchon, 30% au premier tour de la présidentielle. Manon Aubry, 10%. Où sont passés vos électeurs sur Lille? Et est-ce que ça joue dans votre réflexion pour la mairie de Lille? Non, mais il faut penser tout ça globalement, et je vais répondre quelque part à la question de votre collègue. Parce que là, c'est aussi la question de l'union de la gauche. Je crois que résumer cette situation à la question de la personne de Jean-Luc Mélenchon, finalement, nous exonérerait de faire une analyse politique concrète de ce qu'il y a sous le tableau. Jean-Luc Mélenchon a été celui qui a porté le plus haut notre courant politique, qui a amené à ce que 7 millions de personnes se sont regroupées derrière le programme L'Avenir en commun, et qui a réussi à nous emmener aux portes du pouvoir avec ce programme. Sur la question de Lille... Est-ce que vous êtes Aubry compatible? Martine Aubry. J'allais dire Manon Aubry. Manon, sans doute, Martine. Non, mais je crois que dans le mandat de Martine Aubry, il y a un certain nombre de choses d'ailleurs que les Lillois nous disent, y compris pendant la campagne européenne. On a beaucoup fait le porte-à-porte, on est allé à la rencontre des habitants pour co-construire avec eux les solutions. Je crois que l'axe majeur, c'est la nécessité pour les gens de se réapproprier la politique avec des leviers démocratiques. Les gens veulent décider, surtout. Vous répondez pas à Lille, pour Lille, par exemple. À Lille, pardon. Il faudra des alliances. Moi, je vous invite, Hervé Favre, je vous invite à penser dans le moment la politique un peu différemment. Je crois que si on a autant d'abstention, autant de gens qui s'écartent de la politique, nous devons repenser des méthodes. Moi, je ne veux plus que l'on se présente, y compris dans les élections municipales, pour dire aux gens « venez voter pour nous parce que nous avons le meilleur programme et nous allons le respecter », mais plutôt de dire aux gens « venez faire avec nous, venez siéger avec nous au conseil municipal », de créer les conditions, par exemple, que les délibérations du conseil municipal... Donc vous êtes candidat ou pas, vous-même? Moi, je n'ai pas encore décidé ce que je ferai. Laissez-moi encore quelques semaines. Je fais en sorte que d'ici à la pause estivale, ma décision soit prise sur le fait de savoir si je propose ou pas ma candidature. On dit que Jean-Luc Mélenchon veut absolument vous garder à l'Assemblée. Mais alors, bon, ça c'est rigolo, parce que Jean-Luc Mélenchon se découvre parfois aussi des pouvoirs qu'on lui confère. Évidemment que nous discutons de cela, mais de la même manière qu'il n'a pas dirigé la campagne des européennes, il ne dirigera pas davantage la campagne des municipales. Nous discutons. Moi, honnêtement, je réfléchis pour ma part à quelle est la place la plus utile que je peux occuper. Est-ce que c'est en portant davantage certains sujets au Parlement? Est-ce que c'est en m'engageant peut-être davantage dans la vie du mouvement La France Insoumise qui doit penser son action pour la suite? Est-ce que c'est à Lille? Laissez-moi encore quelques semaines et je vous garantis que vous serez parmi les premiers à être informés quand la décision sera prise. Adrien Quatennens.